le plaisir de recevoir aujourd'hui Steve Labrie, Dr. Steve Labrie de l'Université Laval, qui va nous parler des moisissures. Attendez une petite minute, je recherche mes portes. Donc, je me nomme Maryse Lamoureux, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Je suis directrice scientifique récemment engagée par le Centre d'expertise fromagère. Puis, je vais agir en tant qu'animatrice pour cette causerie. Nous avons Hélène et Geneviève qui vont nous aider pour la technique. Ce n'est pas ma spécialité, donc j'ai demandé de l'aide. Et puis, nous allons vous donner quelques petites consignes pour que tout se passe bien. La séance va être enregistrée pour bien entendu, être en mesure de l'écouter en différé. Donc, dans ce but-là, nous vous demandons, si ce n'est pas déjà fait, d'afficher votre nom et l'appartenance à l'écran sous votre vidéo. Fermez votre microphone et caméra quand vous n'intervenez pas, par contre, au moment des présentations. Par contre, quand vous voulez poser une question, au moment où vous parlez, on apprécierait que vous mettiez votre caméra à on et vous pouvez poser votre question directement, c'est toujours bien apprécié, mais sinon, si vous voulez la poser par le chat, c'est quand même bon aussi. Mettre votre cellulaire en mode sourdine, puis oui, c'est ça, puis utiliser la main levée naturellement. En fait, la façon que ça se passe, c'est en 3 étapes. Première étape, 10-15 minutes, Dr. Labrie va présenter son sujet. On va passer une série de questions et même chose après, on va faire 3 blocs en fait. Puis, on va enchaîner avec des questions après chaque bloc. Aujourd'hui, nous allons parler d'échanger sur les principales sources de moisissures et contaminantes, des erreurs à éviter en fromagerie, puis plusieurs variétés de fromages sont nécessairement à risque de contamination par les moisissures. Puis, on les retrouve aussi très fréquemment dans les environnements des fromageries. Donc, j'en profite là maintenant pour vous introduire notre conférencier, Dr. Steve Labrie, qui est directeur du laboratoire de mycologie alimentaire et directeur du Centre de recherche laitière Stella de l'Université Laval. Il est également professeur titulaire en sciences des aliments. Son expertise de recherche porte sur l'évolution des écosystèmes fromagers, notamment ceux des fromages fins, et son équipe s'intéresse plus particulièrement aux champignons microscopiques qui peuvent jouer des rôles positifs ou négatifs lors de la transformation fromagère et de l'affinage. Donc, j'en profite pour déjà remercier Steve de son implication pour nous faire cette causerie-là. Et sans plus tarder, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Steve. Vas-y. Merci Maryse, merci beaucoup pour l'introduction et tous les aspects techniques derrière la présentation. Donc, je me présenterai pas à nouveau. Donc, vous allez. Je suis très content de voir là, la liste des participants, des participantes, plusieurs noms déjà connus qui ont passé par le centre ou qui ont travaillé avec le centre Stella. Donc, c'est toujours un plaisir de vous voir. Puis aux nouvelles. Bienvenue, puis je suis bien content de vous avoir avec moi pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, comme Maryse l'a mentionné, on va parler des contaminations des fromages aux moisissures. On va regarder les différents problèmes que ça peut causer, les sources, surtout de moisissures, et comment on peut essayer de contrôler ces contaminations dans le domaine fromager. Donc, ma présentation est, comme tout bon prof, est divisée en plusieurs parties. La première partie, ça va être sur qu'est-ce qu'une moisissure et surtout, je vais partir de la base, mais aussi pour vous orienter directement sur les éléments les plus importants qui sont en lien avec la contamination que ça peut amener sur les fromages. Donc, on va vraiment regarder les moisissures, on va faire la base. On va avoir une première période de questions sur cette première étape-là. Et la deuxième portion de la présentation va surtout porter, et c'est le corps aussi, le cœur de la conférence d'aujourd'hui, sur les sources principales de moisissures en fromagerie. Et dans chacun des cas, on va voir et on va décortiquer pourquoi c'est une cause de moisissure et comment on peut ensuite essayer de contrôler cette source. Finalement, après une deuxième série de questions, on va passer à
une ouverture, donc les différents projets de recherche qui sont en cours, notamment dans notre équipe, qui vont nous permettre de continuer à poursuivre nos travaux dans ce domaine-là et de comprendre un peu plus le rôle des moisissures dans l'affinage. Donc, sans plus attendre, on va poursuivre tout de suite sur la première partie, donc sur qu'est-ce qu'une moisissure, puis ses différentes caractéristiques. On va, dans cette partie-ci, regarder 4 différents éléments. Donc, déjà, la définition de ce que c'est, la morphologie aussi, quel aspect ça peut avoir, les différentes conditions de croissance, les modes de multiplication et la production de mycotoxines, qui peut être un enjeu. Donc, commençons par la première portion tout de suite. Donc, avant d'aller dans le cœur du sujet, donc ça fait maintenant 16 ans que je suis prof à l'université, puis mes premiers projets de recherche portaient sur... en fait, le premier projet de recherche que j'ai déposé, c'était sur les moisissures et les levures laitières, notamment les bonnes levures et les bonnes moisissures qui permettent de faire l'affinage des fromages. Mais j'avais aussi commencé un aspect sur la contamination fongique des fromages. Puis à ce moment-là, jeune chercheur, pas trop connu, nouvellement arrivé à l'Université Laval en recherche, je commence à poser des questions à différentes fromageries. Puis on a eu une table ronde avec plein de fromageries. Là. Puis là, je leur disais, ben, écoutez, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que c'est un sujet qui est porteur, vous pensez, pour la suite? Puis j'avais pas eu des super bons échos à l'époque. Donc, tout le monde me disait, ah, tu sais, les problèmes de moisissure sur les fromages, on les contrôle quand même pas mal bien. Ça arrive pas si souvent que ça. OK. Mais tout ça pour arriver quelques jours plus tard à commencer à recevoir des téléphones. Ah ouais, mais tu sais, finalement, ce que tu as parlé l'autre fois, finalement, c'est intéressant. As-tu des idées, des solutions, des choses qu'on pourrait regarder? Fait que, bon an, mal an, on a eu plusieurs contacts avec différentes fromageries, différentes entreprises, des petites, des grandes, des très grandes, qui nous ont posé des questions et qui nous ont finalement convaincus de poursuivre nos travaux sur ces aspects-là. Donc, au niveau de la contamination, mais aussi des aspects positifs des levures et moisissures laitières. Donc, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser, dans le cadre de la conférence, aux moisissures qui sont délétères, donc celles qui causent des problèmes en fromagerie. On en a un exemple sur l'image qui est juste ici. Qu'est-ce qu'une moisissure? Bon, déjà, une moisissure, ça fait partie du règne des mycètes qui regroupe à la fois les levures et les moisissures. Donc, c'est un micro-organisme qu'on appelle un micro-organisme eucaryote. Qu'est-ce que ça veut dire eucaryote? Ça veut dire que les cellules de cet organisme-là ont un noyau. Et donc, ça les oppose finalement aux bactéries. Donc, quand on regarde, on veut diviser le règne des microscopiques, on va les diviser entre eucaryotes et prokaryotes, donc entre les bactéries et les levures et les moisissures. Donc, c'est 2 groupes séparés. Ce qui fait en sorte que ce qu'on applique, qui va être actif contre les moisissures, ne sera pas nécessairement actif sur les bactéries et vice-versa. Donc, ce qui va nous permettre d'utiliser certains agents de conservation qui affectent les moisissures et non pas les bactéries. Comme vous pouvez le voir sur l'image, donc c'est un organisme qui est multicellulaire. Il y a plusieurs cellules qui le composent et également les champignons sont microscopiques, sont sporulés. Donc on voit ici au bout les différentes structures qui composent différentes spores en fait, qui sont présentes à l'extrémité du long filament qui s'appelle une nymphe. Pour les distinguer des plantes, on peut regarder leur caractère photosynthétique. Donc, les plantes vont utiliser la photosynthèse pour générer de l'énergie, ce que les moisissures ne feront pas. Dans ce cas-ci, ils vont vraiment s'alimenter à travers les différents substrats, les différents composés qui sont présents dans leur environnement pour se développer, croître et puis se développer. Une des particularités également des moisissures, c'est qu'ils ont un métabolisme respiratoire. Donc, ça doit respirer, donc ça doit aller chercher de l'oxygène dans l'air pour pouvoir se développer. Et c'est une des caractéristiques qu'on va utiliser finalement, sa capacité respiratoire pour l'inhiber dans plusieurs types ou plusieurs variétés de fromages, notamment en scellant les fromages sous vide, ce qui va empêcher les moisissures de croître, ou en les enrobant de cire.
L'idée étant ici là, de réduire le contact à l'oxygène et d'éviter la croissance de moisissures. Et les moisissures, on en retrouve partout, on en retrouve dans les maisons, dans les entreprises, à l'extérieur, sur les fruits, un peu partout. Donc, ce qui fait en sorte qu'on est toujours en contact avec des moisissures et on est toujours à risque de moisissures dans la fromagerie. Quand on commence à s'intéresser aux moisissures, on se heurte rapidement à la taxinomie des mycètes. Donc, la taxinomie, c'est la science qui nous permet de classer et de nommer les micro-organismes. Et on se rend compte rapidement que pour les moisissures, les mycètes en général, c'est extrêmement complexe. Donc, il faut, si on veut les nommer juste par l'apparence, parce que là, je vous montre quelques images ici de moisissures, juste par l'apparence, ça peut être extrêmement difficile et ça prend souvent un microscope pour aller chercher, voir les structures, les différentes apparences des spores, des ifs et l'arrangement en général du champignon pour essayer de deviner ou l'amener, comprendre un peu dans quelle branche là, de la taxinomie ce micro-organisme-là se classe. En fait, on pense que pour l'instant, on a entre 80 000 ou 120 000 espèces de moisissures qui ont été répertoriées jusqu'à maintenant sur un potentiel, on pense, sur la planète de 1,5 million d'espèces. Donc, on les a pas toutes explorées encore, on les a pas toutes découvertes. Puis, la taxinomie étant ce qu'elle est, ces micro-organismes-là ont tendance à changer de nom aussi. Donc, les scientifiques, souvent en découvrant des nouvelles choses, en utilisant des nouvelles méthodes, vont venir changer le nom des moisissures. Donc, c'est pas très rare là, qu'une moisissure peut avoir un nom et 5 ou 6 synonymes là, qui se rapportent à la même espèce. C'est tellement des organismes spéciaux que je vous montre ici un peu à quoi ça peut ressembler la morphologie donc la morphologie, c'est l'apparence d'une moisissure qui est Aspergillus nidulans. Et en fait, c'est ici le résultat d'une expérience que certaines universités américaines font faire à leurs étudiants. Et qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils prennent le micro-organisme, donc l'Aspergillus, et le font évoluer en fonction des différents jours, en allant chercher des repiquages et en le faisant évoluer sur différents substrats. Ce que vous pouvez voir déjà sur l'image qu'on a là, c'est que même si c'est la même souche, même si c'est la même espèce de moisissure, celle-ci peut avoir des couleurs ou des apparences qui sont donc différentes en fonction des conditions de culture, en fonction de l'évolution, en fonction de la sélection aussi des individus sur différents milieux ou différents composés. Donc, ça ajoute une couche supplémentaire de complexité lorsqu'on essaie d'identifier ou on essaie d'identifier les moisissures en question. Donc, maintenant, on va regarder comment ces micro-organismes vont croître et quelles sont les conditions de croissance. Puis, en fait, c'est un peu là-dessus qu'on peut jouer pour essayer de les éliminer dans notre fromagerie. Bon, déjà, les moisissures préfèrent les environnements humides. Donc, vous le savez probablement, dans votre salle de bain, il y a plus de chances que vous ayez des dépôts de moisissures ou des croissances de moisissures qu'ailleurs dans votre maison. Bon, ça n'arrive pas chez nous, mais on m'a dit que dans certaines résidences, ça pouvait arriver. Et donc, ils préfèrent les environnements humides. C'est dans ces endroits-là qu'on va les trouver. Donc, évidemment, dans une fromagerie, c'est rarement très sec. Beaucoup d'humidité, notamment dans les salles d'affinage, dans les ateliers de fabrication aussi. Donc, ce sont des lieux où on peut avoir croissance de moisissures. Également, les moisissures sont capables de croître dans des environnements un peu plus extrêmes que peuvent le faire les bactéries. Donc, dans des environnements pauvres en eau, dans des environnements où il y a un peu plus de sel ou de sucre, les moisissures sont en mesure de se développer et de croître dans ces environnements-là. Également, les moisissures vont avoir une gamme de croissance dans des pH très, très étendus, donc de très acides à assez basiques. Ce qui va leur permettre, encore une fois, de croître dans des conditions, notamment au niveau des fromages, même si le pH est quand même relativement acide, les moisissures vont être capables de croître. Comme on le disait tout à l'heure, donc ils ont besoin d'oxygène, ces moisissures, pour croître. Donc, c'est pour ça qu'on va les retrouver uniquement en surface des fromages. Si on veut les faire croître à l'intérieur du fromage, comme notamment les veines de
de Pénicillium roqueforti dans les fromages bleus, mais on doit à ce moment-là creuser avec des canules, des puits qui vont permettre à la moisissure de respirer à l'intérieur de la masse du fromage. Donc, c'est finalement les canaux qu'on génère là, qui vont leur permettre de croître. Donc, ils sont aussi capables de croître dans des gammes de température qui sont quand même assez larges, donc de assez froid et évidemment à la température de la pièce, autour de 20 degrés, pardon, ça peut être une de leurs conditions de croissance optimales. Donc, vous voyez qu'à travers tous les différents éléments que je vous ai mentionnés, on se retrouve finalement dans des conditions qui sont tout à fait conformes avec ce qu'on retrouve en milieu de fromagerie, l'humidité aidant également. OK. Maintenant qu'on a vu ça, on va regarder aussi leur mode de multiplication, comment les moisissures finissent par se développer et peuvent gagner dans un produit. Donc, en fait, il y a deux modes de multiplication qui sont possibles. Il y a l'étalement sur la surface soit d'un milieu de culture dans ce cas-ci ou sur le fromage. Et également la production de spores qui est possible pour la multiplication et la dissémination. Au niveau de l'étalement sur la surface, les moisissures, ce sont des organismes qui vont croître quand même relativement lentement. Si on compare aux bactéries, donc aux bactéries, les bactéries, vous êtes capable de faire énormément de génération. Donc, en 30 minutes, on est capable d'avoir une génération bactérienne à peu près. Ce qui est quand même assez rapide. Pour une moisissure, pour commencer à la voir se développer sur un produit ou même sur un milieu de culture synthétique en microbiologie, ça nous prend quand même pas mal de temps. Donc, quelques jours avant qu'on commence à voir poindre quelque chose et pour avoir une colonie ou un développement qui est conséquent, on a besoin d'environ une semaine, pour plus ou moins une semaine en fonction de l'espèce et des conditions, évidemment, pour commencer à la voir. Donc, ça prend quand même du temps à voir et à développer une moisissure. Cependant, une fois que la colonie est installée, une fois qu'on a les micro-organismes commencent à s'étendre sur le milieu sur lequel ils sont, on se retrouve avec quelque chose qui est rapidement envahissant et qui va se développer très rapidement. Donc, pour illustrer tout ça, quoi de mieux que d'y aller par l'image? Et donc, je vais vous montrer la croissance de moisissure. Donc, c'est une vidéo que j'ai prise sur YouTube. Comme quoi, des fois, YouTube, c'est aussi utile à d'autres choses que le divertissement. Donc, je vous montre ici, c'est plusieurs types de moisissures. Ce sont toutes des moisissures qui sont utilisées dans l'alimentation et qui vont se développer sous vos yeux au niveau de la croissance du mycélium dans ce cas-ci. Donc, vous pouvez voir que la moisissure a tendance à s'étaler progressivement et que l'apparence ou la couleur de la moisissure va aussi changer en fonction de l'âge de la moisissure en tant que telle ou de la colonie. Donc, au départ, comme vous pouvez voir ici, on avait surtout un mycélium blanc qui va progressivement se colorer, notamment à cause de la maturation des spores qui sont à la surface, qui vont passer d'un blanc à un noir. Et donc, en fonction évidemment de la moisissure, ça va changer, les couleurs peuvent changer également, la vitesse de croissance peut changer également. Et donc, cette croissance-là est bonne à la fois pour les moisissures que vous utilisez pour recouvrir vos fromages, donc pour les croûtes fleuries ou ça peut être aussi, c'est aussi applicable évidemment pour les moisissures contaminantes. Donc, c'est quand même assez fascinant de la façon dont ça se développe. On a donc une croissance, une maturation, puis éventuellement, il y a les cellules à l'intérieur de cette colonie ou de cette masse de moisissure vont finalement s'éteindre, vont flétrir et devenir donc seront plus actives là, pour la production de spores. Ce que je veux que vous notiez aussi, c'est que la croissance des spores arrive donc dans une séquence. Au départ, on a un petit peu de mycélium, puis progressivement, on va avoir donc la croissance des spores et éventuellement, ils vont devenir à maturation. Donc ça, c'est quand même assez important si on veut contrôler la croissance
de moisissure dans un environnement fromager. Donc, plus on va s'y attaquer tôt, moins on va générer de spores. Et tant qu'à parler des spores, on va encore aller par la vidéo et par l'image. Je vais vous montrer ici la deuxième méthode de diffusion, qui est la diffusion par les spores. Donc, lorsque la moisissure arrive à terme avec une croissance suffisante au niveau de ses spores, on va avoir donc une libération des spores dans l'environnement, ce qui va venir contaminer l'air ou la région qui est tout autour de la moisissure. Et donc, c'est ce qui va permettre aussi cette diffusion. Encore une fois, vous allez voir à travers la vidéo là, que progressivement, les spores se développent au bout de l'if, donc au bout de la branche de la moisissure. On se retrouve avec plein de spores et c'est donc via le contact entre les différents ifs, via des courants d'air qui sont présents, via les manipulations qu'on va faire également de ces moisissures-là qui vont permettre la diffusion des spores dans l'environnement. Je vais avancer un petit peu le vidéo là, pour vous montrer ça ici. Donc, on a des ifs qui sont matures, qui vont permettre la libération de spores. On en a d'autres qui vont croître à partir de ces spores. Et donc, on va continuer le cycle de cette façon-là. Donc, j'espère que la vidéo est bien passée chez vous. Sinon, au niveau des spores, ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement aux bactéries, ce ne sont pas des spores de résistance. L'idée ici des spores de moisissure, c'est pas de résister à un environnement, c'est pas de résister à la chaleur, c'est pas de survivre au niveau de l'organisme, mais c'est vraiment un organe de reproduction et de dissémination dans l'environnement. Vous pouvez penser un peu aux pissenlits là, sur votre terrain durant l'été qui, lorsqu'ils sont à maturité avec le vent, finissent par se disséminer. Ben, c'est un peu la même chose au niveau des spores. C'est la même façon. Les spores sont très légères, sont très volatiles. C'est fait pour être entraîné par un courant d'air et se retrouver dans l'environnement pour ensuite se développer dès qu'ils touchent ou se retrouvent dans un endroit où ils sont faciles à multiplier finalement. Chacune des spores que vous voyez donc sur l'image ou que vous avez vu dans l'animation qui précède, chacune de celles-ci est un potentiel de développement d'une colonie. Donc, est un potentiel de développement d'une zone où la moisissure va croître et donc un nombre égal également de spots sur votre fromage si ces spores-là se retrouvent sur votre fromage et se développent éventuellement. Donc, vous voyez un peu l'étendue des dégâts là, que ça peut causer. Un autre élément qui est important à considérer lorsqu'on parle de moisissure, c'est la présence de mycotoxines. Donc, qu'est-ce que c'est une mycotoxine? Une mycotoxine, c'est une substance qui est sécrétée par les moisissures qui peut avoir un impact sur la santé, donc soit la santé des humains ou la santé des animaux. Et c'est produit par certains types ou certaines espèces de moisissures et de façon plus prédominante chez certaines espèces et moins dominante chez d'autres espèces. On verra un peu là, les différentes espèces qui sont les plus enclines à produire ce genre de mycotoxines. Et éventuellement, s'il y a présence de mycotoxines dans un environnement, on peut développer une maladie ou une intoxication aux mycotoxines en fonction de la présence de ces composés dans un aliment, que ce soit donc d'alimentation humaine ou animale. Éventuellement, si des moisissures sont présentes sur un aliment, les moisissures peuvent produire les mycotoxines. Ça peut se retrouver sur la surface ou dans l'aliment. Dans un aliment humide, les mycotoxines vont avoir tendance à migrer à l'intérieur. Donc, par exemple, si vous avez une moisissure qui se développe sur le dessus d'un yogourt, le yogourt est quand même assez liquide, la mycotoxine a tendance à pouvoir migrer à l'intérieur de l'aliment et de se retrouver donc plus loin dans le pot qui est contaminé. Au niveau des aliments qui sont plutôt secs ou durs, à ce moment-là, les mycotoxines vont voyager beaucoup moins. C'est souvent le cas dans plusieurs variétés de fromages à pâte ferme.
Cependant, dans les fromages à pâte molle, donc la mycotoxine pourrait migrer un peu plus. Donc, c'est pas dans les fromages qu'on va trouver le plus de mycotoxines. C'est beaucoup plus fréquent dans les produits végétaux, les produits comme le riz, le maïs, ou surtout lorsque les grains ou les plants sont humides. À ce moment-là, donc, il y a plus de chances de croissance de moisissure. Et lorsqu'on retrouve beaucoup de moisissure, c'est à ce moment-là qu'il y a production de ces fameuses mycotoxines. On peut avoir des effets aigus s'il y a une grande concentration de mycotoxines dans un aliment, mais c'est plutôt rare. Habituellement, donc les aliments ouvertement moisis, on va les détecter assez facilement à l'œil. En fait, ce qu'on redoute surtout des mycotoxines, c'est l'exposition à long terme, c'est-à-dire que l'accumulation ou une alimentation dans laquelle il y a beaucoup de mycotoxines avec le temps va avoir des effets chroniques, notamment des effets cancérigènes, tératogènes, donc beaucoup de choses là, qui s'attaquent directement aux cellules et qui n'ont pas un effet immédiat, mais vraiment à plus long terme. C'est notamment le cas de l'aflatoxine. L'aflatoxine, c'est une des toxines, mycotoxines vraiment les plus dangereuses pour l'être humain et c'est considéré comme étant une des principales causes de cancer du foie dans certains pays du monde. Donc, où on a un peu plus d'alimentation et où le contrôle des moisissures est peut-être un peu moins efficace. Ce qui arrive avec les mycotoxines, c'est qu'ils sont extrêmement difficiles à analyser et à quantifier. Je vous mets donc sur la diapositive différentes compositions ou différentes structures de mycotoxines qui existent. Et vous en avez ici là, qu'un très faible échantillon par rapport à tout ce qui existe. Donc, vous pouvez voir que leur forme, leur composition diffèrent beaucoup d'une toxine à l'autre et c'est extrêmement difficile de les analyser parce que ça prend des appareils très spécialisés puis il faut chercher finalement à aller doser ces toxines-là avec des appareils vraiment précis. Donc, il existe quand même des éléments et des analyses qui sont possibles pour les aliments les plus à risque, notamment au niveau des végétaux. Mais donc, du côté de d'autres aliments, ce n'est pas nécessairement recherché de façon systématique. Je vous parle de ça, c'est parce que je veux à la fois vous rassurer, mais vous alerter sur les éléments de mycotoxines. Donc, on va regarder qu'est-ce qui pourrait amener des mycotoxines dans le fromage et donc peut-être vous rassurer sur certains aspects, mais aussi vous alerter sur d'autres. Donc, il y a 3 sources potentielles de mycotoxines dans le fromage. Premièrement, une contamination indirecte, une production de mycotoxines par les souches d'affinage du fromage. Donc, on verra que les 2 premières ne sont pas vraiment dangereuses ou alarmantes là, pour la production fromagère. Bon, je vais quand même vous montrer ces éléments-là. Là où peut-être on a un peu plus de crainte, c'est au niveau de la contamination directe par des moisissures contaminantes. Encore une fois rendu là, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Donc, si les éléments de production de mycotoxines, la compréhension de tout ce qui peut générer ou amener de la mycotoxine dans les fromages vous intéresse, je vous conseille ce papier qui a été écrit par une équipe française, donc avec plusieurs spécialistes dans le domaine, qui fait la synthèse et qui est tout récent, là, 2020, concernant les mycotoxines. Si jamais vous avez un intérêt, vous pourrez m'écrire là pour je puisse vous le fournir. Sinon, donc, les principales sources de mycotoxines qui peuvent se retrouver dans le lait, tout d'abord, ça peut venir du lait. Ça peut venir notamment de la ration animale qui est utilisée pour l'alimentation des bovins. Et s'il y a beaucoup de mycotoxines dans la ration, cette mycotoxine va se retrouver éventuellement dans le lait. Et une fois que le lait est chargé en mycotoxines, s'il est transformé, cette mycotoxine-là est retenue à peu près à 50% dans le cahier fromager. Et donc, dans ce cas-ci, au niveau de la qualité du lait, au niveau de la qualité des fourrages et de l'alimentation au Québec, c'est pas vraiment un problème. Donc, on n'a pas de risque d'accumulation de mycotoxines dans le lait et c'est vraiment pas considéré comme un problème de santé publique ici au Québec. Ailleurs dans le monde, par exemple, ça peut être un enjeu et on a des démonstrations dans plusieurs pays
ou des rations contaminées avec des mycotoxines ont amené là, des produits transformés également qui en contenaient une grande quantité. Donc, je vous rassure, au niveau de la qualité du lait, ici au Québec, à tout le moins, là, on n'a pas vraiment d'inquiétude de ce côté-là. Sinon, on utilise aussi des moisissures pour faire l'affinage de nos fromages, notamment Penicillium camemberti pour les croûtes fleuries ou Penicillium roqueforti pour les persillés. En fait, ces deux moisissures produisent naturellement des mycotoxines. Donc, notamment, le Penicillium roqueforti, en fonction des souches, peut en produire plus ou moins une grande quantité. Et il y a plusieurs variétés. Donc, vous avez ici les noms des mycotoxines que je vous épargne et qui peuvent être produites par le Penicillium roqueforti. Ça a fait l'objet de beaucoup d'études, d'énormément d'études en fait, pour être sûr de l'innocuité et de la salubrité de nos souches d'affinage qu'on utilise dans la production ou la transformation fromagère. Et dans tous les cas, les conclusions étaient les mêmes, c'est que dans les conditions de croissance dans les fromages, le Penicillium roqueforti et le Penicillium camemberti ne produisent pas, donc c'est pas les meilleures conditions pour produire les toxines, donc ils en produisent que très peu, donc dans des taux qui sont vraiment très, très, très inférieurs à ce qui peut être dangereux pour la santé humaine, même avec une consommation excessive de fromage. Donc, dans ce cas-ci, et avec l'utilisation dans le temps de ces souches et l'historique derrière la consommation de fromage, on considère là, que ce n'est pas un facteur de danger pour la santé humaine. Faut quand même savoir que ça existe, que ces souches-là en produisent, mais que les conditions fromagères là, ne permettent pas leur expression. Sinon, toujours dans le même article que je vous mentionnais, il y a quelques diapos déjà, il y a un tableau que j'ai trouvé quand même assez intéressant que je vous partage aujourd'hui. Donc, c'est un tableau qui fait l'analyse de différentes toxines qui sont présentes dans des variétés de fromages qui ont été analysées par plusieurs équipes ou plusieurs études en fonction du temps. Et dans cet article-là, on regroupe finalement les différentes analyses qui ont été faites avec le temps. Et donc, on peut avoir, donc vous pouvez voir là, quels sont à travers les différents types de fromages, quelles sont les toxines qui ont été détectées, les analyses qui ont été utilisées pour les déterminer et finalement, les quantités lorsque c'était possible ou disponible ou quantifiable suffisamment là, pour avec chacune des variétés finalement. Donc, on peut voir qu'en fonction de plusieurs types de variétés de fromage, on peut se retrouver quand même avec une très faible quantité de mycotoxines et que c'est possible. Ce qui va nous intéresser peut-être un peu plus, c'est lorsqu'on va se retrouver avec des moisissures qui sont dites contaminantes. C'est-à-dire des moisissures qui se retrouvent sur nos produits, qui ne sont pas désirées, qui se développent et viennent mettre le trouble un peu dans notre production fromagère. Je vous montre ici des images là, que j'ai retrouvées sur la croissance, la croissance de mucor sur les fromages, donc le fameux poil de chat qui peut se développer sur différents types de produits. Également, vous avez ici des contaminations, là, notamment là, de cladosporium ici, donc des petites taches noires là, qui peuvent se développer sur les fromages ou de pénicillium ou d'aspergillus là, qui peuvent se développer sur d'autres types de produits. Donc, évidemment, lorsqu'on se retrouve avec des fromages qui sont contaminés de la sorte, ben, déjà, c'est pas esthétiquement beau, c'est pas ce qu'on recherche. Et donc, dans l'optique où on peut craindre un peu au niveau des mycotoxines, ben, on peut avoir des moisissures qui éventuellement peuvent diffuser dans le fromage. Je vous montre ici une image là, d'un cas peut-être un peu extrême, mais que je vais vous remontrer dans la deuxième partie de la présentation, où on a donc tout un échantillonnage et toute une palette de couleurs finalement de types de moisissures qui peuvent se développer sur un produit.
Donc, au niveau des moisissures, donc, comme je vous le disais, c'est pas toutes les espèces ou tous les genres de moisissures qui produisent des mycotoxines. On en a des très producteurs, on en a d'autres des très peu ou pas du tout productrices de mycotoxines. Notamment, donc, trois des genres qui se retrouvent parmi les plus souvent sur les fromages, donc Cladosporium, Mucor et Scorulariopsis, sont des genres qui produisent pratiquement pas de mycotoxines, donc ils ne sont pas vraiment inquiétantes pour cet aspect-là. Mais on a d'autres, notamment les Aspergillus, Eurotium, Fusarium et Pénicidium, qui peuvent se développer comme contaminants sur les fromages et qui sont de potentielles productrices de mycotoxines. Donc, c'est quand même des choses auxquelles il faut faire attention dans la production fromage. Donc, ça fait le tour de la première partie de la présentation où je voulais surtout mettre les bases, qu'on s'entende sur ce que c'était une moisissure, qu'on voit un peu comment ça se diffuse et vous parler un peu des mycotoxines. Maryse, je te laisse reprendre la parole. Oui, pardon. Merci, Steve. Super intéressant. Je vois pas de questions. Est-ce que je regarde à la bonne place, là, Hélène? Est-ce que Geneviève, est-ce qu'il y a des questions que je vois pas? J'ai pas vu de questions, ni de chat, ni de main levée. Non, aucune question dans le clavardage jusqu'à maintenant. Peut-être qu'il y en a là, qui sont en train de s'écrire, mais on peut y aller à main levée aussi. Oui, je ne vois pas de main levée non plus, mais on va attendre un petit peu. Je vais profiter du moment libre pour peut-être en poser une. Ça va laisser le temps aux gens d'écrire. Steve, au niveau des mycotoxines, super intéressant. Là, puis, tu as parlé beaucoup des mycotoxines qui sont sur le produit et qui rentrent dans le fromage. Qu'est-ce qu'il y en est des mycotoxines possibles dans l'air? Parce que c'est une question qui m'a été souvent posée, puis je pense qu'on peut la partager peut-être à l'audience. Est-ce qu'il y a un danger de rentrer dans un haloir plein de fromage à croûte fleurie, par exemple, au niveau de la santé? Oui, au niveau des moisissures, de la production de mycotoxines, la mycotoxine, c'est un métabolite de croissance. Donc, il faut que la moisissure soit en pleine croissance pour que ça puisse être généré. Pour que ce soit le cas, pour que ce soit dangereux pour l'être humain, ça peut arriver lorsqu'on fait une pneumonie à moisissure. Notamment au niveau des productions fermières, si on a des producteurs transformateurs dans la salle, là, vous avez peut-être été sensibilisé par la fameuse maladie du poumon du fermier, qui est la résultante finalement de la présence de moisissures à la ferme en très, très grande quantité. Et des moisissures qui vont produire des toxines. Donc, éventuellement, ces moisissures-là rentrent dans les poumons et peuvent produire des toxines à l'intérieur du corps humain. Et à ce moment-là, là, qu'on va s'intoxiquer et qu'on va développer aussi une mycose au niveau des poumons. Dans les halles de fromagerie, ce qu'on trouve en majorité dans l'air, ce sont des spores de moisissure qui viennent de ce qu'on a ajouté comme ferment d'affinage. Et dans ce cas-ci, donc, c'est des très peu productrices de mycotoxines. Et c'est pas non plus des moisissures qui sont très efficaces là, pour combattre notre système immunitaire ou pour causer des mycoses au niveau des gens. Donc, étant donné que c'est celles-là qui sont majoritaires, on n'a pas vraiment de problème de santé dans un haloir, par exemple, de fromage, ce qui est différent de ce qu'on va retrouver au niveau de la ferme, où là, on a des différents genres, différentes variétés, et on pourrait développé une mycose. Super, merci beaucoup, Steve. Très bien répondu. Est-ce qu'il y a des gens de l'audience qui veulent poser une question ou plusieurs questions? Donc, j'en vois une sur le chat. Là. J'ai une question plutôt de base, mais les mycotoxines que nous avons vues bleues sur les fromages, est-ce dangereux pour la consommation humaine? Et là, c'est un peu la zone d'ombre qu'on a, à savoir, quand on a une contamination à moisissure sur un produit comme un fromage, est-ce que ça produit suffisamment de mycotoxines pour être incommodant pour les consommateurs ou la santé humaine? Déjà, on ne le sait pas lorsqu'on a une contamination, à quoi on a affaire souvent. Il faut l'analyser, il faut savoir est-ce que c'est une productrice. Puis, j'ai pas vu d'études, mais j'ai fait quand même pas mal de recherches pour cette conférence-ci, essayer de voir est-ce qu'il y a une quantification de moisissures, de mycotoxines produites par des moisissures contaminantes dans les fromages. Puis, j'ai pas trouvé là d'analyse.
Éventuellement, je serais curieux, si jamais vous avez des fromages qui sont fortement altérés, éventuellement regarder ces éléments-là, mais on n'a pas vraiment de documentation là-dessus. Fait que ce qui fait en sorte que, puis je vais peut-être vous faire sourire ou pas, donc au niveau du fromage, lorsqu'on a présence de moisissure, le MAPAC nous recommande, étant donné que c'est un aliment où on n'a pas de diffusion qui est efficace au niveau des mycotoxines, on recommande au niveau du MAPAC de couper autour de la moisissure, donc 2,5 cm autour de la moisissure pour éviter la possibilité là, que quelqu'un consomme des mycotoxines. Donc, évidemment, ça fait un méchant gros trou dans un fromage si on fait ça autour des spots de moisissure qu'on peut retrouver sur nos produits. Mais c'est ce qui est recommandé. Puis dans la littérature, c'est souvent ce qu'on nous dit. Donc, que ce soit pour une carotte ou pour un fromage à pâte ferme, on vous indique là, que vous devriez couper ou enlever une bonne portion autour de la moisissure pour éviter la contamination. Ceci dit, on n'a pas d'idée là, pour beaucoup de types de moisissures contaminantes parce qu'il faudrait les analyser chacune à tour de rôle. Quelles sont vraiment leurs productions, puis est-ce que ça pourrait devenir dangereux pour la santé humaine? Parfait, une longue réponse pour une question simple, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai encore d'autres questions, mais je pense que je vais te laisser aller pour ta deuxième partie ici, parce qu'on était peut-être un petit peu plus long pour la première. Une question dans le... Ah oui, je viens de la voir. Oui, il y en a une qui vient d'apparaître, oui. Oui. Est-ce que tu veux que je te la lise, Steve? Ben, écoute, je vais la lire. Donc, ça vient de Tiffaine. Bonjour, les pénicilliums sont potentiellement producteurs de mycotoxines, comme mentionné. Comment les producteurs de fromage bleu font-ils pour contrôler cet aspect? En fait, au niveau des producteurs de ferments, il y a des tests qui sont faits sur les souches d'affinage pour s'assurer que ce sont des souches qui produisent très peu de mycotoxines. Et l'environnement même fromager, donc pour générer des mycotoxines, il faut certains composés dans l'environnement pour des nutriments pour favoriser cette production. Et l'idée, c'est que dans le fromage, ce ne sont pas les éléments ou les conditions les plus optimales pour produire les mycotoxines par les moisissures de bleu. Ce qui fait en sorte que c'est pour ça qu'avec la sélection en préalable plus les conditions fromagères, c'est pour ça que dans ce cas-ci, on n'a pas beaucoup de production de mycotoxines. C'est bon? Donc, je vais continuer pour la deuxième partie. Merci, Steve. Ça y est. Donc, pour la deuxième partie, on va parler des sources principales de moisissure en fromagerie. On va voir quelques éléments de contrôle également. Donc, je l'ai divisé cette portion-là en 6 différentes sous-parties. On va regarder ce qui se passe à la ferme dans le lait de fromagerie, l'aération ou l'aspect du contrôle de la qualité de l'air dans la fromagerie, rapidement sur les cartons et sur emballage, les contaminations croisées, l'hygiène et la salubrité, et finalement, un petit bout sur l'utilisation de l'anatamycine pour contrôler les moisissures. Donc, évidemment, là, on va essayer d'être en mode solution dans ce cas-ci. Tout d'abord, donc l'environnement de la ferme, l'environnement de production laitière est un environnement, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est quand même assez chargé en moisissures. Dans l'air dans l'atmosphère d'une ferme, on retrouve quand même beaucoup de moisissures qui sont en suspension de spores et de fragments de moisissures, qui peuvent être présents dans le fourrage, dans l'alimentation animale, également à cause de l'humidité de ces lieux-là, qui font en sorte qu'on se retrouve avec des moisissures dans l'air. Il y a une étude qui a été faite par ma collègue Caroline Duchesne, qui est une spécialiste de l'aérobiologie, donc de tout ce qui se retrouve dans l'air, notamment au niveau des moisissures. Et elle a fait énormément de travaux par le passé au niveau des porcheries, notamment. Et ils ont fait, donc plus récemment, une étude au niveau de l'air des fermes laitières. Et ils ont utilisé différentes méthodes moléculaires. Vous pouvez voir ici là, sur
sur l'image vraiment un échantillonneur d'air dans lequel on a capté l'air des fromageries, dans lequel on envoie les différentes moisissures dans ces liquides-là et on fait l'analyse par la suite. Et on fait une super belle étude de biologie moléculaire pour comprendre l'environnement de l'atmosphère des différentes fermes laitières et ça a été fait ici au Québec. Et je vous montre juste un petit graphique. On n'ira évidemment pas dans le détail, mais vous avez ici donc 5 fermes, Dairy Farm 1, 2, 3, 4, 5. Et en fonction donc de 100% de la composition en moisissure dans l'air, quelles sont les différentes familles de moisissures qu'on retrouvait de levures et moisissures qu'on retrouvait dans l'air. Donc, sans rentrer dans le détail des noms qui sont placés là, vous pouvez voir que juste par l'apparence, et donc sachant que chacune des couleurs est une famille de moisissures différentes, on peut voir qu'en fonction des fermes, on n'a pas nécessairement le même contenu ou les mêmes variétés de moisissures qui sont présentes dans l'air des différentes fromageries. Donc, chacune a un peu sa signature et ce qui fait en sorte là, que c'est assez difficile de prévoir ce qui va se retrouver dans le lait éventuellement parce qu'on a certaines fermes qui vont être très riches en certaines familles de moisissures alors que d'autres vont être complètement différentes là, au niveau de la composition. Donc, on reste quand même avec des familles de base. Donc, on voit des couleurs qui se répètent et qui se retrouvent dans une ferme et dans une autre. Et d'autres couleurs pour lesquelles qui sont vraiment uniques pour certaines fermes. Donc, je ne m'ostinerai pas avec vous pour les couleurs puisque je suis daltonien, mais donc, vous pouvez voir quand même là, ces nuances-là entre les différentes fermes. Donc, ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que finalement, en fonction du contrôle qui est exercé à la ferme et des conditions d'élevage ou des conditions du bâtiment qui sert à abriter les animaux, on va se retrouver avec différentes compositions de moisissures dans l'air, ce qui peut affecter là, de façon différente la qualité du lait qui va être produite. Donc, le moyen de contrôle à la ferme, évidemment, c'est de tenter de minimiser la suspension de moisissures dans l'air. Donc, déjà pour les personnes qui sont employées dans ces établissements, également pour les animaux et éventuellement pour la qualité du lait. On a fait dans mon laboratoire, il y a de cela, mon Dieu, le temps passe vite, déjà 10 ans, une étude sur la composition justement des levures et des moisissures qu'on retrouvait dans différents laits de fromage de spécialité du Québec. On avait à l'époque 27 fermes qui nous ont gracieusement envoyé du lait et qu'on remercie encore et encore. Pour qu'on puisse détecter à l'intérieur les différentes levures et moisissures qui étaient présentes pour essayer de comprendre la diversité qu'il y avait dans ces laits-là et voir s'il y avait un effet là, sur les différents laits du terroir qui étaient présents au Québec. À l'époque, avant qu'on commence ce projet-là, on m'avait dit tu vas voir, écoute, il n'y en a pas tant que ça, puis c'est pas mal toutes les mêmes affaires qu'on trouve tout le temps, c'est toujours les mêmes choses qui finissent par pousser. Ben, en fait, on voulait valider un peu cette hypothèse-là là, de ce qu'on m'avait dit. Puis moi, j'étais vraiment curieux de voir ce qui se passait dans ces laits-là. Donc, on avait différents producteurs laitiers. Donc, évidemment, c'était des producteurs transformateurs. Donc, on avait vraiment là, ciblé des productions artisanales, fermières qui produisaient leur propre fromage. Et je vous montre ici, évidemment, on a anonymisé les différents participants. Donc, producteur A ici. Et on a fait, finalement, on a regardé sur donc de juin, juillet, août, septembre, octobre, donc sur 5 mois, on a pris des échantillons à chacun des mois, fait les analyses de composition en levure et moisissure, détaillées en utilisant la biologie moléculaire, les différents isolats qu'on avait, quelles espèces ils appartenaient. Et c'était un travail de moine là, qui était fait par Karine Lavoie à l'époque avec, mon Dieu, c'était vraiment un travail très, très gros. Là. En rétrospect, là, elle a fait vraiment beaucoup de boulot dans ce projet-là. Et bref, ce qu'on a observé, c'est que, et là, je vais attirer vraiment vos yeux sur 2 chiffres, 3 chiffres en fait. Donc, la quantité ici de levure. Donc, les premières ici, ce sont des levures. Et le deuxième bloc ici, ce sont des moisissures qu'on retrouve.
Et donc, pour le producteur A, on avait une dominance de levure qui était présente dans son lait par rapport aux moisissures. Et tout ça pour un décompte qui était quand même relativement élevé, mais la balance a penché surtout vers les levures dans ce type de lait-là. Si on regarde un autre producteur, ben là, on va se rendre compte que dans ce cas-ci, on avait pratiquement pas de moisissure dans son lait. Donc, on était vraiment à quelques cellules par millilitre de lait. C'était des moisissures qui sont peut-être pas nécessairement intéressantes, là, qui peuvent causer des défauts dans le fromage, mais ils sont là tellement rarement. Donc, on en a trouvé une en septembre, qui fait en sorte que c'est un lait qui était quand même très faible, très pauvre en moisissures et probablement très peu à risque là, de développer des défauts qui viennent finalement de la composition du lait. Et on avait plusieurs levures, donc un peu moins que le producteur précédent, mais dans ce cas-ci, on a donc Debariomyces sansini, vous le connaissez probablement, c'est le DH qu'on utilise pour nos cultures d'affinage dans plusieurs variétés de fromage, du Pichia fermentans, ce qui est quand même pas mauvais. Donc, on avait un contenu qui était, mon Dieu, assez intéressant pour la production fromagère. Et finalement, un autre producteur que je vous montre ici, dans ce cas-ci, encore, on a plutôt une balance qui est plutôt défavorable pour les levures, beaucoup plus en moisissure. Et là, il y a des noms qu'on commence à aimer un peu moins. Eurotium, donc un producteur de mycotoxines, du Cladosporium qui peut se développer comme défaut, Aspergillus, aussi, donc ici, vraiment un producteur de mycotoxines, c'est pas une souche qui était vraiment intéressante, un Penicillium contaminant ici. Bref, on se retrouvait avec une quantité de moisissure qui était moins intéressante. L'idée, c'était à cette époque-là de commencer à comprendre quelle est la composition en levure moisissure dans le lait, puis voir les impacts que ça pouvait avoir éventuellement sur la production fromagère. Dans ce projet-là, on s'est amusé aussi à voir pour une levure là, qui est celle-là ici, Itsachinchia orientalis, qu'on a retrouvé dans quelques fermes seulement, mais dans certaines fermes où c'était vraiment dominant. On s'est amusé à voir si on la retrouvait et dans le lait et dans le fromage. Et cette levure-là passe la barrière justement de toutes les étapes de production et de transformation pour se rendre dans le produit fini. Donc, on aurait aimé ça le faire pour plus de candidats dans ces tableaux-là, mais on avait limité à l'époque à seulement que cette espèce-là, puisqu'on avait des outils de biologie moléculaire qui étaient déjà prêts pour traiter cette levure. Donc, le lait peut être une source de moisissure, évidemment, qui peut rentrer dans la fromagerie. Si on fait un traitement de pasteurisation, on va en réduire énormément la teneur. Si on travaille plutôt en lait cru ou en lait thermisé, on peut avoir une certaine persistance à ce moment-là. Sinon, le deuxième facteur qui peut amener des moisissures à entrer en contact avec nos produits, c'est le contenu de l'atmosphère ou de l'air, le contrôle de l'air, de la qualité de l'air dans la fromagerie. À ce moment-là, comme je vous le disais tout à l'heure et comme on a vu dans la vidéo, les spores de moisissure sont très volatiles, très légères et se retrouvent dans l'atmosphère et peuvent voyager facilement, donc à travers l'air de la pièce, à travers le système de ventilation d'une pièce à l'autre, si on contrôle mal la qualité de l'air dans notre installation. Donc, on a besoin de s'assurer de bien filtrer l'air, de bien contrôler les flux d'air également pour s'assurer là, que les moisissures ne rejoignent pas facilement notre alloir d'affinage. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'air extérieur, à l'extérieur de votre fromagerie, il se passe des choses. Au Québec, on a 4 saisons. Il y en a certaines qui durent plus longtemps que d'autres. Et là, l'air, naturellement, à l'extérieur, va se charger en spores et en moisissures de façon tout à fait naturelle. Donc, ça arrive de façon cyclique. Et c'est surtout au niveau du printemps et de l'automne, surtout ici au Québec, où on va avoir une charge en moisissure ou en spores de moisissure la plus élevée. Pourquoi? C'est parce que à ces deux moments-là, c'est là qu'on a le plus de décomposition à l'extérieur. Donc, à l'automne, on a les feuilles qui se retrouvent au sol, avec de la pluie, décomposition, tout ça. Les moisissures, évidemment, c'est des bons décomposeurs, vont être plus présentes dans l'environnement et dans l'air à ce moment-là. Même chose au printemps, il reste encore des matières organiques au sol qui ont été prises un peu par la neige et qui sont restées là. Encore beaucoup de décomposition, environnement humide, la fonte des neiges et tout. C'est une période où on a plus de spores de moisissure dans l'air. Donc, c'est à ces deux moments-là, souvent là, dans les fromageries, on va se rendre compte qu'on a des pics de
de croissance de moisissures qui sont possibles ou qui sont plus prédominants, disons. Sinon, si on a un été pluvieux, donc avec beaucoup de pluie, très humide et ça finit plus là, de jamais voir le soleil, encore une fois, une des caractéristiques qui peuvent arriver de façon périodique au Québec, ben à ce moment-là, on peut avoir des pics de croissance de moisissure. Encore une fois, l'environnement humide et la décomposition à l'extérieur peut amener des éléments de composés de moisissure dans l'air. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour prévenir la contamination par la ventilation, donc c'est par l'air de la fromagerie? Donc, c'est de s'assurer de vérifier votre ventilation, de s'assurer que les filtres sont bien en place, qu'ils sont changés régulièrement, qu'ils sont efficaces et que les flux d'air aussi de la fromagerie soient bien contrôlés là, pour essayer de protéger autant que possible les alloirs, les salles d'affinage. Vous pouvez faire aussi à l'occasion des analyses d'air, ce qui va vous permettre de voir le contenu en moisissure dans l'air, donc si vous pouvez vous le permettre. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, on a une étude exploratoire présentement qui est en route, dans laquelle je vais vous parler dans la troisième partie, qui va nous permettre d'avoir certaines données de ce côté-là. Un autre élément qui peut avoir l'air vraiment anodin, mais qui est une cause de présence de moisissure surtout dans un environnement humide, c'est tout ce qui est carton brun, papier brun. Donc, pour des fois sauver pour l'environnement, pour diminuer notre empreinte environnementale, on a tendance à utiliser des papiers bruns, des papiers non blanchis, ou de laisser des boîtes de carton dans nos fromageries pour entreposer des choses. En fait, dans ces types de produits-là, on retrouve énormément, en fonction des produits évidemment, là, mais on retrouve quand même pas mal de moisissures à l'intérieur des cartons, des papiers bruns, qui fait en sorte qu'une fois qu'ils sont mouillés, tout ça là, permet la croissance ou la survie des moisissures. Donc, c'est une source qui est non négligeable, à tout le moins dans les endroits là, près des produits. Donc, on ne devrait pas retrouver de boîtes de carton ou de papier brun à l'intérieur de nos installations. On devrait plutôt choisir des papiers blanchis. Donc, encore une fois, c'est pas super pour l'environnement. Donc, c'est des papiers qui sont chlorés. Il y a un traitement au chlore pour le blanchiment, mais ce qui fait en sorte aussi que ce traitement au chlore vient tuer les spores de moisissure. Donc permet d'avoir un papier là, qui est moins enclin à propager des spores de moisissure dans notre entreprise. Donc, on a déjà eu un cas là, d'une petite fromagerie où il y a juste en enlevant tout ce qui était boîte de carton et papier brun dans l'environnement, on a réduit énormément le taux d'incidence de moisissure dans leur entreprise. Sinon, comment les moisissures peuvent se propager dans la fromagerie? Bien, ça peut venir de la contamination croisée, c'est-à-dire que les différentes manipulations ou les actions qu'on va faire dans l'entreprise vont amener les moisissures à se développer ou à se disperser dans l'environnement ou d'un produit à l'autre. Donc, ce qu'on voit souvent dans les entreprises, c'est de gratter finalement les différents spots de moisissure. Je ne sais pas comment le dire en français, mais donc les différents points qui sont visibles sur le fromage, de les gratter et d'enlever la moisissure. Donc là, avec ce qu'on a vu dans la première partie, imaginez-vous que la planète Terre, c'est un fromage, puis que vous avez un fichu de grand géant là, qui est capable de prendre la Terre dans ses mains, puis qui vient gratter avec un instrument pour enlever tous les petits champs de pissenlit qu'on peut retrouver sur la planète. Donc, évidemment, à notre échelle humaine, lorsqu'on gratte des moisissures, on ne le voit pas vraiment, mais ce qu'on fait finalement, c'est qu'on vient les enlever, mais en même temps, on vient les perturber et on vient mettre en suspension les spores de moisissure qui sont dans ces environnements-là. Donc, il faut faire bien attention lorsqu'on enlève les moisissures sur les fromages, de ne pas être dans un environnement où on va contaminer d'autres fromages, où on va contaminer des produits plus jeunes peut-être, qui sont en cours d'affinage. Et je le sais que c'est pas évident, là, puis pour avoir visité plusieurs fromageries, c'est tout qu'un challenge, là, mais donc, il faut juste le réaliser que quand on fait ça, quand on fait cette étape d'enlever des moisissures, ben, on met finalement des moisissures dans l'air.
Puis là, il faut faire attention où est-ce qu'on dépose les parties de fromage qu'on a enlevées pour pas contaminer des surfaces, pour pas contaminer d'autres fromages. Donc, faites bien attention à ces éléments-là lorsque vous faites le grattage ou le défromage. Également, on va y aller encore une fois par l'image. Donc, ici, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, donc d'un fromager qui montre ses réalisations sur YouTube. Dans ce cas-ci, on a une contamination à moisissure. On avait un fromage qui était dans un emballage sous vide, mais pour lequel, visiblement, là, il y a eu une entrée d'air qui s'est réalisée, donc ça arrive. Et donc, dans ce cas-ci, il y a des moisissures qui se sont développées. Dans le cas de ce qu'on nous propose ici, c'est de frotter avec finalement de la saumure, de l'eau, dans lequel on a mis du sel. Donc, encore une fois, je vous laisse peut-être réfléchir sur l'action qui est en train d'être posée, mais sachant que les différentes moisissures peuvent produire des spores, et donc en frottant le fromage de cette façon-là, on se retrouve à étaler beaucoup finalement la moisissure et les différentes spores sur les autres surfaces du fromage, donc en frottant un peu partout comme ça. Et évidemment, là, c'est le fromage à la fin n'a plus on voit plus les moisissures, on voit plus la présence de mycélium sur des différentes colonies, mais il reste que s'il y avait eu production de mycotoxines à cet endroit-là, donc la mycotoxine reste là, et finalement, on est en train d'étaler la moisissure un peu partout sur le fromage. Dans ce cas-ci, c'est pas trop grave. On est dans un environnement où on va le remettre sous vide, donc on va empêcher les moisissures de croître. Ça devrait pas causer de problème là, pour ce produit-là. Sinon, je vous montre une autre vidéo qui est peut-être un peu plus extrême, où vous avez une ricotta ici qui est présentée et pour lequel on nous dit que on l'a oublié ou on l'a un peu négligé, puis on se retrouve avec une croissance là, de moisissure à la surface. Dans ce cas-ci, dans la vidéo, on nous propose une façon de sauver notre fromage. Encore une fois, ici, on va nous proposer de frotter avec de la saumure. Je vous laisse regarder l'état de la planche là, qui est juste en dessous du fromage une fois qu'on a fait cette opération-là. Et encore une fois, je vous demande d'imaginer au niveau microscopique qu'est-ce que ça peut avoir l'air là, de prendre les moisissures et de commencer à frotter de cette façon-là. Et ensuite, là, donc, il va continuer à essayer de sauver son fromage en grattant. Donc, ici, on voit un peu de particules qui vont un peu partout et tout. Donc, c'est peut-être pas la meilleure façon là d'éviter là. Évidemment, ici, il est juste sur un fromage, puis c'est une petite fabrication à la maison. Donc, on n'est pas dans une grande entreprise ou même dans une fromagerie artisanale où on a d'autres fromages autour, mais donc, il faut juste faire attention aux actions qu'on pose pour pas faire de la contamination croisée finalement dans l'environnement. Donc, à la fin, je vais peut-être avancer. Donc, il obtient ceci, où on a encore des moisissures un peu partout et une belle tache jaune ici que je serais vraiment curieux de savoir à quoi ça correspond pour ce type de fromage-là. Donc, vous voyez là que l'idée, c'est juste ici de vous familiariser au fait que lorsqu'on va manipuler les fromages, lorsqu'on va les gratter ou lorsqu'on veut les sauver, il faut juste pas commencer à en répandre un peu partout dans l'environnement où on travaille et éventuellement là, de se causer plus de problèmes finalement que de solutionner là, ce qu'on essaie de sauver. Un autre élément de contamination croisée qui pourrait se réaliser, c'est lorsqu'on fait les soins des fromages. Donc, c'est de bonne pratique d'effectuer le soin des plus vieux fromages et tout d'abord, et ensuite les fromages un peu plus jeunes. L'idée étant de faire passer la microflore d'affinage des plus vieux fromages vers les plus jeunes. Et donc, ça, c'est évidemment une bonne pratique, mais il faut s'assurer que nos fromages ne soient pas contaminés. Donc, s'il y a des spots de moisissure sur les plus vieux, évidemment, puis on les a pas vus, on les détecte pas ou on les néglige, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient frotter les fromages plus vieux et on vient transférer ces moisissures sur les fromages plus jeunes. Et donc, finalement, on amplifie le problème de contamination à l'intérieur de notre entreprise.
Autre chose que j'ai vu avec le temps, à force de faire des visites de fromagerie et de voir certains problèmes de moisissure, on a pour quelques fromageries l'utilisation de la même salle d'affinage pour des fromages qui ne sont pas nécessairement compatibles. Donc, notamment au niveau du mélange dans une même salle d'affinage de fromage bleu et de fromage camembert. Donc, là, évidemment, le roquefort, la moisissure du bleu peut se retrouver à ce moment-là sur d'autres fromages dans la salle d'affinage et contaminer ceux-ci. J'avais vu la même chose là, pour des fromages camembert au niveau qui étaient entreposés pour de courtes périodes dans des halloirs qui côtoyaient des croûtes lavées. Donc, à ce moment-là, il y avait du transfert de Penicillium camemberti sur les croûtes lavées. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut essayer d'éviter le plus possible, de faire côtoyer des fromages finalement sur lesquels on fait pousser des moisissures qui sont bénéfiques, mais qui peuvent contaminer d'autres fromages dans le halloir. Un autre phénomène de contamination croisée qui peut survenir, c'est via la saumure. Donc, dans la saumure, on a répertorié dans certaines fromageries des quantités quand même assez importantes de moisissures qui vont éventuellement se développer. Donc, encore une fois, en fonction de la taille de votre fromagerie, dans des plus grandes fromageries, vous allez avoir des grands bains de saumure desquels on peut éventuellement filtrer le contenu, soit en utilisant de la microfiltration ou de la terre de diatomée ou d'autres procédures de filtration qui sont disponibles pour enlever le surplus de bactéries, de levures et de moisissures qui est présent dans ces saumures. Et c'est sûr que pour les plus petites entreprises, à ce moment-là, donc vous voulez garder quand même votre saumure, vous voulez donc le pH a été équilibré, la teneur minérale également. Et donc, mais il faut juste penser que éventuellement cette saumure-là peut devenir aussi un réservoir de moisissure qui va finalement contaminer chacun des fromages que vous allez mettre dans votre bac de saumure. C'est sûr que l'hygiène et la salubrité de l'usine en général est très importante. Donc, s'il se développe des moisissures sur un coin du plancher, coin du mur ou des choses comme ça, ben ce sont encore des petits pissenlits qui ont le potentiel de diffuser leur spore un peu partout dans l'usine. J'utilise vraiment cette image-là là, pour vous sensibiliser au fait là, que donc on garde le plus possible notre usine propre, mais ça, vous en êtes déjà pas mal toutes conscients et conscientes en fromagerie. Mais donc, c'est des éléments, évidemment, là, qu'il faut faire attention. J'attirerais peut-être plus votre attention sur les planches de bois qui sont utilisées en affinage. Si vous utilisez ce genre d'installation et que vous avez de la moisissure qui se développe sur vos fromages et éventuellement entre le fromage et la planche de bois, bien, il peut y avoir transfert des moisissures vers la planche de bois. Donc, vous le savez, là, le bois, c'est un endroit où les moisissures peuvent éventuellement se développer, surtout en milieu humide. Donc, de bien assainir vos planches de bois entre les productions, c'est quelque chose à faire attention, puis d'éviter la contamination croisée de cette façon. Avant d'aller à la période de questions, donc une dernière chose. Donc, souvent en fromagerie, on va utiliser la natamycine pour le contrôle des moisissures. Donc, c'est un additif alimentaire qui est autorisé sur les fromages et dans les fromages aussi râpés. Donc, c'est une molécule qui est produite par une bactérie. C'est une molécule antifongique qui est très active là, contre les levures et les moisissures, et a une gamme de pH qui s'apparente beaucoup à celle des fromages, donc entre pH 3 et entre pH 9. Donc, on se retrouve au niveau là, du pH qu'on a dans la majorité des surfaces de fromage. C'est une substance qui est considérée comme sécuritaire si on l'utilise dans les concentrations qui sont permises par la législation et par Santé Canada. Ça reste que la natamycine, c'est un antifongique qui a quand même mauvaise réputation. Donc, il y a plusieurs lobbies là, qui donnent mauvaise presse à la natamycine. Notamment, vous avez peut-être
peut-être entendu parler de Whole Food aux États-Unis, qui est une entreprise de distribution alimentaire très bio et qui veut réduire la liste des ingrédients qui sont présents dans les produits qu'elle vend. Et notamment, cette entreprise-là a ciblé l'anatamycine. Donc, elle refuse tous les produits qui contiennent l'anatamycine, sauf si elle est présente dans la cire des fromages. Donc, pas en surface ou pas dans les différents produits. Donc, il y a quand même une mauvaise presse de ce côté-là et c'est souvent un élément là, que vous devez inscrire dans votre liste des ingrédients là, lorsque vous l'utilisez. Je vous rappelle que l'anatamycine, il y a une certaine quantité maximale qui est permise selon la législation au niveau de la surface de fromage, que ce soit donc n'importe quel type de fromage ou du fromage cheddar. Donc, c'est 20 ppm en surface, donc vraiment en surface pour ce type de produit-là. Tandis que pour les fromages râpés, fins ou en filament, on va tolérer jusqu'à 10 ppm pour l'utilisation de l'anatamycine pour le contrôle de la moisissure. Donc, ça termine la deuxième partie de la présentation. Je vois que le temps file quand même assez rapidement. Maryse, je te laisse peut-être faire la modération. Oui, pardon, je dans la gorge. Bon, on a déjà des questions sur le chat, Steve. Marie-Pierre nous demande si on fait l'analyse de la teneur en moisissure dans le lait et que nous sommes en fabrication ou lait cru. À partir de quel chiffre on doit s'inquiéter? Excellente question. J'en ai aucune idée. Ça, c'est des choses que je serais intéressé à faire éventuellement en recherche. Je n'ai pas trouvé de données par rapport à ces éléments-là, tant au niveau de la rétention des moisissures qui sont présentes dans le lait jusqu'à la production fromagère. Mais ce que je sais, c'est qu'il y en a plusieurs qui passent parce qu'on l'avait déjà fait par le passé. On avait vu la corrélation entre les deux, mais c'est quel niveau exactement, là? Puis, j'imagine que ça doit beaucoup dépendre de la variété de fromage qu'on fait, puis de la moisissure également dans lequel il est question. Fait que, malheureusement, je n'ai pas de questions précises pour ça. OK. Oui, elle n'était pas facile quand même. Même si c'était une bonne question, on voudrait tout avoir la réponse, là, mais effectivement. Ce serait le fun, mais je ne l'ai pas. La science, encore du travail pour toi pour le futur. Puis la prochaine question, peut-être je la compléterai un peu parce que j'avais une question aussi associée à ça. Est-ce qu'il existe un moyen pour favoriser la croissance des moisissures recherchées en inhibant les non désirés? Puis oui. Ma question, juste pour compléter, moi, je voulais te demander comment on peut jouer sur les paramètres de température, sel et humidité pour favoriser les bonnes moisissures. Oui. Au niveau des principales moisissures contaminantes, on peut jouer surtout sur l'humidité en surface des fromages. Lorsqu'on a un fromage qui est très humide en surface, c'est souvent là qu'on va se retrouver avec la croissance de contaminants, de moisissures contaminantes là, et de moisissures problématiques. Puis il y a aussi certaines levures qui sont hyper intéressantes pour le contrôle des moisissures, notamment là, des Baryomyces ansini. Il y a plusieurs souches qui sont antifongiques là, dans le sens où elles vont prendre rapidement la place sur le dessus du fromage, vont occuper l'espace, vont produire certains composés aussi qui sont plus délétères pour les moisissures qu'on ne veut pas et qui va laisser la place pour des moisissures plus désirables. Mais souvent, là, au niveau là, de l'humidité de surface, si on laisse trop humide nos fromages, c'est surtout là qu'on va se retrouver avec des moisissures contaminantes. OK, on a une autre question. Donc, à la ferme, devrait-on utiliser des papiers blanchis ou des guenilles pour laver les crayons, éviter le papier brun, ou bien ça ne donne rien vu qu'il y a plusieurs autres sources possibles de contamination? Ça va changer de quoi? Oui, je ne suis pas sûr que c'est là ça va être le plus marquant. Je ne pense pas que ce soit à la ferme avec ce genre de papier-là où c'est le plus problématique. Je le vois vraiment plus au niveau de la fromagerie. La fromagerie, oui. Les fromages à croûte lavée sont-ils moins à risque ou c'est d'étendre le problème? La deuxième partie, je ne sais pas si Dave veut intervenir, si j'ai mal posé la question. Mais, Sinon, au niveau des croûtes lavées, est-ce qu'ils sont
sont moins à risque. En fait, toutes les variétés de fromage, surtout dans des halloirs, là, sont à risque de contamination à moisissure. C'est juste que c'est le type de moisissure ou le type de défaut là, qui est un peu différent. Ben, en gros, ma question, c'était, c'est ça, si, mettons, il y a un problème, puis que en frottant la croûte, en fin de compte, on risque peut-être plus, comme tu as dit tantôt, d'étendre le problème plus que de le contrôler, là. Ben, c'est sûr que là, on prend la moisissure et on l'étend sur toute la surface du fromage. On a des risques là, de se causer plus de problèmes. Donc, faut à ce moment-là, avec les soins, là, si on met beaucoup d'eau et tout, on pourrait commencer à le diluer et à l'enlever à l'extérieur du fromage, mais il faut faire attention. À ce moment-là, c'est peut-être plus une étape de grattage là, qui serait mieux de réaliser dans ces cas-là. OK, merci. OK. Bon, sans mode de filtration en saumure, est-ce que le pH, l'acidité, la température et la densité peuvent nous renseigner sur le taux de contamination de moisissure? Malheureusement pas. C'est des bons paramètres pour vérifier la qualité de votre saumure, sa saturation en sel, donc son pH, donc son acidité ou la quantité de lactate là, qui s'est éventuellement retrouvée dans votre saumure, mais malheureusement, on ne peut pas corréler ça avec la quantité de moisissure. Il faut faire des analyses. OK, on revient sur le papier brun. Si on l'utilise pour assécher le crayon avant de traire, tu crois que ce n'est pas problématique? Bien, je pense que par rapport au volume de lait, puis l'action là, du papier, mais il faudrait l'essayer. En fait, écoutez, j'ai pas de données là-dessus. Je peux pas vous le confirmer à 100%, mais j'ai l'impression que c'est quand même une faible contamination là, qui pourrait se transférer au lait à ce moment-là. Donc, moi, je n'irais pas nécessairement changer ça là, sans avoir de démonstration. Je pourrais peut-être ajouter un petit point. Aussi, ça peut dépendre des saisons. Potentiellement, si en hiver, tu as très peu de risque de contamination par toutes sortes de choses autour de toi, ça peut peut-être devenir un élément, mais en été où tu as beaucoup de risque de contamination par d'autres éléments dans ton environnement, bien là, potentiellement, ça va se diluer dans tout ça. Puis ça dépend aussi de l'espèce que tu retrouves sur ton papier. C'est pas tout qui peut se développer sur le fromage. C'est vraiment cas par cas, puis je pense que c'est pas évident. C'est pas nécessairement simple, mais c'est quand même des éléments là, auxquels il faut faire attention. Bon, on a une main levée. Thomas, est-ce que tu veux poser ta question? Allô Steve, merci pour la présentation. Je voulais savoir la vitesse d'action de l'anatomycine. Est-ce qu'on parle de minutes, d'heures, de jours? Est-ce que c'est rapide ou c'est un peu plus long? C'est quand même assez rapide, hein, l'anatomycine sur les moisissures. C'est dans les quelques heures. Ça a un effet, ça va inhiber la croissance là, très rapidement avant de les tuer. Ce qu'il faut faire attention avec l'anatomycine, surtout si vous avez des fromages qui sont en pleine maturation, c'est que ça va affecter pas juste le contaminant, mais tout ce qui est autour. Là, si vous utilisez des levures, si vous utilisez d'autres fungi dans le fromage, bien, ça peut éventuellement les inhiber aussi. Donc, il faut faire attention à ça. J'avais oublié de le mentionner tantôt. Okay. Mais c'est quand même assez rapide là, comme action. Puis j'aurais une autre question, là, c'était par rapport aux données que tu as présentées au début là, sur ton analyse que tu as faite en 2012 là, avec la génomique puis le lait. Avec l'augmentation rapide là, des données qu'il y a dans les banques de données comme le NCBI, est-ce que ces analyses-là, ces identifications génomiques-là pourraient être refaites puis on pourrait avoir comme un autre type de résultat? Dans ce cas-là, puis je vais peut-être être un peu plus précis sur comment on l'avait fait, là, mais c'était, quand je disais un travail de moine que Karine avait fait à l'époque, c'était vraiment, donc on faisait une croissance des moisissures et des levures qu'on retrouvait dans le lait. Donc, on faisait vraiment une analyse de lait. Puis toutes les colonies qu'on obtenait sur nos milieux, on faisait une extraction d'ADN, puis on allait le séquencer pour chacune individuellement. Donc l'unité ribosomale dans ce cas-ci pour
identifier l'espèce de la levure ou de la moisissure. Donc, c'était pas comme tu as pu déjà voir, Thomas, donc une analyse vraiment de toute la flore d'un coup au niveau de... Et donc là où on a vraiment un lien avec la base de données là, qui est très... avec des petites séquences. Là. Dans ce cas-ci, on avait vraiment des grandes séquences puis on identifiait chacun des micro-organismes individuellement. Puis honnêtement, je pense que même si on retournait aujourd'hui même s'il y a plus de données maintenant, pour la plupart, on était vraiment très, très certain de l'identification. Une nouvelle question sur le chat de Alain. A-t-on déjà observé un lien de corrélation entre les vagues intenses de circulation des pollens et les taux de concentration de spores fongiques dans l'atmosphère? Pas nécessairement, mais il y a une coïncidence au niveau du moment. Hein. Donc, le pollen, au niveau du printemps, de l'automne, c'est souvent fort. Mais c'est vraiment plus au niveau en lien avec la décomposition à l'extérieur. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a plus de moisissures qui se développent de façon naturelle sur les terrains, dans les forêts ou dans les environnements autour. Et ça a une coïncidence avec le pollen pour le printemps et l'automne, mais il n'y a pas de lien entre les deux là, nécessairement. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là. Hélène, on a bien jusqu'à 4 heures, hein? C'est pas 3h30. Oui, c'est ça ce que j'avais, mais je voulais que c'est jusqu'à 3h30 théoriququement, mais la dernière partie va être plus rapide. OK, c'est ça que je n'étais pas certaine, mais c'est bon. Parce que... Parfait. Je m'excuse, je parle longtemps. C'est un sujet qui a suscité beaucoup l'intérêt aussi. Donc, via défaut. C'est bon. Écoutez, pour finaliser tout ça, je vais vous parler un peu de ce qu'on est en train de faire, puis je vais y aller très rapidement parce que le temps file comme on vient de le mentionner. Écoutez, donc, dans la littérature et dans les différents travaux qu'on a faits récemment, on s'est rendu compte que, en fait, puis ça vous le savez, je pense aussi, que ce qu'on inocule dans notre produit pour fabriquer notre produit, que ce soit notre flore d'acidification ou notre flore d'affinage, ce sont les espèces que nous, on favorise et qu'on place dans notre produit. Mais avec l'affinage, dans plusieurs fromages de spécialité, on se retrouve avec d'autres micro-organismes qui se développent, donc des bactéries lactiques de la flore secondaire, mais aussi des levures et des moisissures, donc d'une flore fongique qui se retrouve, qui va se développer, qui vient de l'environnement, donc de la flore bénéfique, de la flore un peu moins intéressante comme on a vu jusqu'à maintenant. Et quand on fait l'analyse de tout ça, on se rend compte que près de 60% des espèces bactériennes qui sont présentes dans notre produit et 25% des espèces fongiques n'ont pas été inoculées de façon volontaire par le fromager ou la fromagère. Donc, ça amène donc l'environnement et les différentes conditions, que ce soit le lait, la condition de l'affinage des caves de fromagerie, amènent finalement des espèces qu'on n'a pas nécessairement désiré ou orienté dans la fromagerie. Donc, on est en train de faire un travail de recherche présentement en collaboration avec plusieurs fromageries, des fromageries artisanales, des fromageries plutôt industrielles, où on regarde dans l'environnement de la fromagerie, puis c'est là que je m'en viens là, avec mes histoires de moisissure, dans l'environnement de la fromagerie, différentes surfaces, différents traitements du lait aussi qui sont réalisés. Et on va vérifier dans les fromages, dans la saumure, dans l'air, la présence de plein de micro-organismes et dont les levures et moisissures. Donc, c'est un travail qui est actuellement fait par Tiffaine Morvan dans mon laboratoire. Et ce qu'on veut savoir finalement, c'est qui est présent, jusqu'à quel point là, donc, ces micro-organismes-là sont compatibles avec les différents fromages qui sont générés et comment aussi les conditions d'affinage font en sorte qu'on va développer plus ou moins certaines levures ou moisissures. Donc, ce qu'on cherche à avoir dans notre projet, là, c'est de comprendre qui est vraiment important dans la flore naturelle, qui fait quoi et quelles sont les différentes sources à l'intérieur de la fromagerie qui permettent à ces micro-organismes-là de se développer et comment on peut éventuellement conserver les bons micro-organismes qui protègent nos produits à l'intérieur de
l'environnement et l'air de la fromagerie, mais aussi être capable d'éliminer ou de faire peut-être un suivi des flores qui sont un peu plus délétères. Et éventuellement, pour les souches bénéfiques, comment on peut les garder, les introduire ou les réintroduire dans notre procédé lorsqu'on le souhaite. Donc ça, c'est une thématique de recherche qu'on poursuit dans le laboratoire depuis très longtemps, là, depuis presque le début, et on essaie de répondre à ces différentes petites questions-là ici et là à travers les projets qu'on fait en collaboration avec les différentes fromageries. Donc, on en a un gros projet qui est en cours, qui va terminer en décembre 2023, qui implique plusieurs chercheurs. Et il manque là, sur la photo Julien Chamberlain aussi, qui contribue à ce projet. Donc, qui est en collaboration avec des équipes du Stella ici à l'Université Laval, mais aussi avec des chercheurs et des chercheuses d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Et donc, l'idée, c'est vraiment là, de caractériser le microbiote naturel et les environnements laitiers de la ferme au fromage, donc de voir le continuum et peut-être de répondre à vos fameuses questions. Là, vous voyez, celle-là, je ne l'avais pas vu venir, puis je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que si au niveau de la traite, la façon de faire la traite ou des manipulations qu'on fait à la ferme, est-ce qu'on pourrait amener les moisissures dans les produits ou dans le lait. Donc, c'est des questions auxquelles on pourra répondre là, éventuellement à travers ce type de projet-là. Sinon, notre objectif, c'est de comprendre et de déterminer le microbiote naturel du fromage et notamment certaines espèces qu'on n'inocule pas de façon volontaire sur la texture de celui-ci. Et on a un aspect saisonnier, donc dans le projet aussi, donc de voir l'impact des saisons et notamment là, à travers, j'imagine, les moisissures contaminantes, on espère voir un peu là, ces aspects-là également. Donc, toujours pour aller peut-être un peu plus rondement, on a plusieurs types de fromages. Dans ce cas-ci, dans le cas du présent projet qui roule, on a 2 variétés. On a les cheddar et les croûtes lavées qu'on est en train de regarder avec des fromageries de plusieurs grosseurs pour essayer de couvrir un peu tout le monde au Québec et de voir aussi l'impact de lait qui sont soit thermisés ou pasteurisés dans ce cas-ci. On fait des échantillonnages de lait, de saumure, de différents environnements de surface également et des échantillonnages d'air là, dans ces différentes fromageries-là, justement pour essayer de comprendre la provenance des différents micro-organismes. Et on va sur le terrain. Donc, vous avez ici là, les 2 personnes les plus impliquées. Il y a Tiffaine et Marie-Hélène du laboratoire qui ont fait plusieurs milliers de kilomètres durant la dernière année pour aller échantillonner dans plusieurs fromageries, justement pour commencer à documenter et aider à une meilleure compréhension des écosystèmes fromagers et surtout de l'effet de l'environnement sur la flore des différents fromages. Fait que juste pour vous dire que ce sont le genre de projets qu'on fait dans le laboratoire. Souvent, on approche les fromageries via Novalet, mais également, donc, si jamais vous avez des intérêts sur ce qu'on fait au laboratoire, bien, écoutez, ça va nous faire plaisir là, de recevoir un petit message, puis éventuellement là, de vous placer dans le prochain projet là, qui va être en place dans le laboratoire. Sinon, je me permets un petit coup de pub aussi par la fait même. Donc, on a au niveau du Centre Stella, on communique beaucoup au niveau de nos projets de recherche. Donc là, c'est moi qui parle, mais on est 16 chercheurs et chercheuses dans le centre là, qui font de la recherche à différents niveaux, au niveau du lait, que ce soit du lait liquide, des produits, des coproduits, de l'environnement. Et on va faire notre prochain colloque, donc on fait habituellement aux 2 ans. Va avoir lieu ce mois de mai, donc tout prochainement, dans moins d'1 mois maintenant. Et donc, si ça vous intéresse, c'est un colloque qui est 100% virtuel, qui a lieu sous l'égide de l'ACFAS, donc qui est l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Donc, si jamais vous voulez assister à notre colloque, vous pouvez via
le site du congrès de l'ACFAS, y accéder. Et notre colloque s'appelle « Innovation en sciences laitières à l'ère du numérique », mais on va parler donc tant de la production à la ferme que des nouveaux des procédés de transformation du lait et jusqu'à la nutrition. Donc, vraiment, on couvre le spectre très large et c'est sur 2 jours au niveau de ce colloque. Sinon, et comme le temps file, donc je voulais remercier évidemment tous les entreprises et les organismes qui supportent les recherches dans notre laboratoire. Vous voyez ici 21 fromageries, là, mais on est rendu, là, je n'ai pas fait le total dernièrement, mais on est plutôt rendu à une trentaine d'entreprises avec lesquelles on a eu la chance de travailler pour documenter puis avoir vraiment des données de terrain pour nos différentes études. Et ça, pour nous, c'est vraiment hyper apprécié et vraiment important. Fait que si vous êtes dans la salle virtuelle et vous avez déjà participé à nos études, bon, on vous remercie. Puis si jamais on vous sollicite éventuellement, on espère là, que vous allez nous continuer à nous aider à générer des données qui, on l'espère, vont vous être utiles. Sinon, évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Moi, je suis là puis je vous parle des résultats et des choses qu'on fait, mais c'est surtout l'équipe étudiante derrière dans le labo là, qui fait les manips vraiment au jour le jour dans le laboratoire. Donc, vous voyez ici l'échantillonnage récent et en mode COVID de l'équipe là, qui est présentement active au laboratoire. Et merci à Tiffaine pour quelques diapositives que je lui ai volées d'une récente présentation. Sinon, je voulais vous laisser mes coordonnées. Donc, je suis quand même assez facile à trouver là, tant sur Google ou sur le site de l'université. Vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Si jamais vous avez des questions que vous n'avez pas osé poser via le chat ou directement aujourd'hui et vous écoutez cet enregistrement plus tard dans donc sur YouTube ou sur le site du CAFQ et vous voulez me contacter, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans la diapositive actuellement.